Nous sommes le 18, je crois, si je dis pas de bêtises. L'Assomption c'était le 15, ouais c'est ça, le lundi 18 août pour ouvrir un nouveau vlog. Alors, je vous aurais déjà montré quelques images. Je regardais parce que mon téléphone affichait quelque chose, j'ai pas eu le temps de le lire. C'est pas évident de trouver un point pour prendre la vidéo en fait. Pour trouver, j'ai pas pris mon trépied, je peux pas avec mon trépied en vacances, donc un petit peu de mal à poser le téléphone. Donc comme vous avez pu le voir déjà lors du dernier vlog, on a changé d'endroit, donc nous sommes arrivés dans le Cantal. C'est la première fois que je viens moi dans le Cantal. J'étais assez surprise. Alors le gîte est super bien placé, il n'y a pas de souci. Par contre il est assez isolé, mais ça ne me dérange pas. Mais il est un peu vétuste quand même, un peu vieux. Ça doit être une sorte d'héritage, je pense, parents, grands-parents. Et bon, il manque un petit peu de coup de neuf. Vous voyez un petit peu le papier peint derrière, tout ça, l'armoire. Très années 70, hein. Faut aimer le style, on s'en besoin un petit coup de neuf. C'est vrai qu'il n'y a pas, bon, on a l'habitude d'avoir la vaisselle, on n'a pas fait attention qu'il n'y a pas de lave-vaisselle. Enfin, c'est pas trop grave. C'est vrai que sur le coup on a été un petit peu surpris quand même. Puis c'est vrai que la maison faisait un peu vieillotte quoi, mais bon, après le paysage est superbe. Alors évidemment il fait plus chaud qu'en Normandie. Je vous aurais mis quelques photos aussi, quelques inserts de Normandie. On est allé encore une fois, on est allé plusieurs fois au Bleu Clair Culture, on est allé à la FNAC, on est allé à Rouen, en fait on a visité, puis il y avait une FNAC. Donc comme les enfants sont à fond dans les mangas en ce moment, ils sont contents d'aller chercher le prochain numéro de One Piece, ou de Blue Lock, ou de My Hero Academia. Donc ça leur fait vachement plaisir, et c'est vrai qu'ils sont calmes quand ils lisent, donc c'est bien. Et puis, du coup, moi, je vais en profiter aussi, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà, on est allé aussi, il y avait une sorte de Ducasse, fête foraine aussi, avec... alors c'est vrai que c'est au début, ça fait... j'ai pas pensé à vérifier, mais il y a une association qui fait de la musique. Alors par contre, je ne sais pas quel pays d'Afrique. Je n'ai pas pensé à me renseigner. Puis après, il y avait des manèges, tout ça, où je suis montée...
dans un ménage avec les enfants, un truc qui tourne assez vite. Bon, moi j'aime bien les trucs à sensation, eux ils adorent ça évidemment. Et puis voilà, tranquillou. Ouais, ça s'est bien passé. Alors moi, mon seul problème, c'est que depuis que je suis en vacances, je décroche complètement. Je fais des nuits de bébé et puis après, bah, je me tape une bonne nuit d'insomnie derrière. Je sais pas pourquoi et j'avoue que c'est un petit peu casse-pied. Bah, là, on est arrivé. J'ai dormi comme un loir. C'est le deuxième jour qu'on passe dans le Cantal. Enfin, le troisième si on compte le jour d'arrivée. Et c'est pareil, cette nuit, j'ai mal dormi. J'étais pas super bien. Donc, je sais pas pourquoi. Est-ce que je dors trop entre deux et je suis pas habituée à dormir aussi bien. Et du coup, bon, j'ai pas trop l'habitude, je sais pas trop. Mais voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que ces vlogs vous plairont. Que je vous emmène un petit peu en vacances comme ça avec moi. Vous allez certainement entendre mon mari et mes enfants qui sont dehors en train de profiter de l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il fait très chaud, mais pas plus que dans le nord où il y a eu aussi les canicules. Et puis on a de l'air. Alors là ici on est un petit peu en hauteur, ce qui fait qu'on a de l'air. J'essaierai de vous prendre voilà, quelques vues aussi. On a un petit compagnon, on a un chat à côté qui est assez sauvage, hein. Il prend ce qu'on lui donne à manger, mais il n'ose pas trop s'approcher quand même, quoi. Enfin, et dès qu'on se lève, enfin, il a peur, il se carapate dans la grange à côté. Sinon, moi, au niveau lecture, j'ai fini donc du coup la nébuleuse captive dont je vous avais parlé la dernière fois de Romain Benassaya chez Déclic. On est dans une société où les humains vivent dans ce qu'ils appellent des espèces de conques. Ça ressemble un peu à des coquillages. C'est des univers qui sont à l'abri de nébuleuses. Il y a plusieurs nébuleuses tout autour de ces espèces de conques de grande habitation, enfin grandeur nature, quoi. Il y a, il y a ces nébuleuses, il y a un voile et il est interdit de franchir ce voile en fait, parce que derrière il y a du danger. Il y a les Niis, si je prononce bien notamment, qui seraient des monstres. Et on va suivre, c'est Silka, je crois, ouais, Silka, qui doit passer une épreuve. Son père est interprète dans une des nébuleuses. Alors c'est un très grand rôle puisque c'est lui qui fait l'intermédiaire entre la déesse et les habitants humains de la nébuleuse, puisque chaque nébuleuse a un dieu ou une déesse. Et les hommes, en quelque sorte, enfin pas en quelque sorte, ils doivent obéir. Et s'ils n'obéissent pas, ils perdent leur dieu ou leur déesse. Et souvent, ce sont des nébuleuses qu'on appelle nébuleuses zombies, puisqu'elles ont été abandonnées par leur dieu. Et on va voir un petit peu ce qui se passe d'ailleurs dans une de ces nébuleuses zombies. Donc Silka va passer cette première épreuve qui est quand même assez dure. On se demande qui se cache, enfin, qui se cache, ou quelle chose se cache derrière cette déesse, on ne sait pas trop, qui peut donner des ordres quand même assez durs à son interprète. Ça peut aller jusqu'à demander de tuer des êtres humains, des choses comme ça. Et il faut obéir assez aveuglement. Donc c'est un petit peu spécial parce qu'on se dit, bon, ça fait penser à une tyrannie, hein. Nous en tant que lecteur, on voit ça en tant que tyrannie. Donc c'est vrai que on se dit, bah attends, c'est un régime tyrannique là, c'est un petit peu inquiétant. Et puis Silka doit suivre une formation. Donc elle part avec son père dans l'espace et puis ils se font attaquer par des pirates. Et là, toute la vie de Silka va se trouver bouleversée. Elle se retrouve en compagnie d'un petit animal qu'elle va appeler Saphir. En fait, ça a été donné. Sa nébuleuse faisait du commerce avec une autre espèce. Enfin, j'ai l'impression que c'est une espèce humaine mais qui aurait évolué différemment. On ne sait pas trop parce ils ont quand même une forme humanoïde, ils sont grands avec des corps très longilignes, très blancs de peau, mais ça ressemble quand même à des humains qui auraient peut-être évolué dans un autre milieu et qui du coup auraient évolué au niveau de leur forme. Et voilà, donc Silka se retrouve avec ce petit compagnon, Saphir, avec lequel elle peut communiquer par le biais de la télépathie. Ils sont en contact tous les deux. Petit Saphir, il ressemble un petit peu à un serpent, mais plutôt sympathique et intelligent. Et puis, bon, elle va se retrouver sur une de ces nébuleuses zombies, donc on voit un petit peu ce qu'il advient sur ces nébuleuses, notamment des plus jeunes et des enfants, puisqu'au début de l'aventure, Silka n'a que 13 ans. Au fini, elle a 16 ans.
Et puis, voilà, elle a essayé de retrouver sa planète d'origine. Alors, évidemment, ça pose plein de questions. Moi, j'aime beaucoup c'est le deuxième roman que je lis de Romain Benassaïa. Là, je ne sais plus si je vous ai dit, c'est chez Argile dans leur collection, pas Argile, chez Critique dans leur collection Déclic qui est pour les jeunes young adultes, mais c'est du young adulte complètement agréable pour les adultes aussi. D'ailleurs, encore une fois, si vous avez un peu peur de la SF, vous pouvez y aller. C'est voilà, c'est expliqué de façon assez simple. Encore une fois, c'est pas de la hard SF, il n'y a pas de termes trop techniques, donc c'est complètement compréhensible, il y a pas de souci, quoi. Et bon, on se demande ce qui se cache derrière vraiment ce voile, qui sont ces dieux qui règnent sur ces diverses nébuleuses. Et on se dit, il va y avoir des choses voilà, qui vont nous être révélées. Et voilà, on va suivre Silka tout au long de son voyage, ses épreuves. Et effectivement, elle va finir par découvrir des choses assez édifiantes. Elle va rencontrer des pirates aussi, donc de l'espace. Donc il y aura quelques scènes aussi dans l'espace. Bon, c'est pas un space. Ouais, il y a quelques petites scènes peut-être de space opéra, mais bon, ça va. En tout cas, c'est vraiment abordable. C'était très agréable. L'écriture est très fluide. Moi, j'aime bien l'écriture de Romain Benassaïa, donc j'en lirai d'autres. Alors, je sais jamais lequel j'ai lu de lui. C'était en pocket, mais je sais plus lequel c'était. Je me demande si c'était pas l'Arche perdue. Non, la dernière arche perdue, c'est Indiana Jones. Je me demande si c'est pas celui-là que j'ai lu. Et je dois en avoir un des deux autres dans ma palle aussi. Donc, j'ai très envie de découvrir les autres parce que c'est vraiment, vraiment prenant. Et puis sinon, ah oui, j'ai lu aussi. Bon, je vais vous montrer. Quand on est allé en librairie, je me suis acheté. Je voulais des lectures que j'attaquerai assez vite quand même si c'est pas des services de presse, mais voilà, des lectures perso qui me feraient plaisir, mais des trucs qui me détendent. Et celui-ci, ça fait plusieurs fois que je le vois passer sur Bookstagram, Booktube. C'est un webtoon, c'est I Don't Trust My Twin. Alors c'est adapté aussi d'un roman de Garandal et c'est là adapté par Watt. C'est chez Cotoon. J'adore, les couleurs sont vraiment superbes. C'est tout en violet, énormément de violet comme ça. On n'est pas dans un isekai, mais plutôt dans un retour en arrière, en fait, où l'héroïne principale va retourner dans le passé. En fait, Laurentia et c'est Ercia, je crois, sa fille, sont jumelles. Leurs parents décèdent quand elles sont petites, elles sont recueillies par leur grand-père, un grand-père qui est complètement adorable. Et puis Ercia est quelqu'un de... Quand elle est enfant, elle est assez malade en fait, elle est d'une nature plutôt chétive, plutôt un peu maladive, donc elle est plutôt mise de côté. Oui, mise à l'abri, alors que Laurentia, son grand-père va lui apprendre à gérer un domaine, à gérer leur fortune. Elle est toujours au devant de tout, elle assiste à toutes les fêtes, les balles, même ça ne lui plaît pas trop parce que voilà, elle se sent obligée. Et puis au tout début du roman, elle est fiancée et elle découvre que son fiancé... Donc j'étais en train de me dire avant qu'on soit coupé, je pense que mon espace de stockage commence à être trop plein. Oui, donc elle découvre que sa sœur et son fiancé la trompent et elle parvient à se retrouver quelques années en arrière. Et évidemment, elle a envie de tout changer. Alors, ça fait assez sombre comme ça, je trouve, quand on voit la couverture. En fait, il y a pas mal d'humour dedans. D'autant que du coup, elle a décidé d'envoyer promener son fiancé, de se méfier de sa sœur, notamment en vérifiant vraiment l'état de santé de sa sœur. Elle essaie de faire en sorte aussi que son grand-père ne tombe pas malade. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué de le contrôler. Et puis, elle voit un peu mieux comment faire en sorte que la famille soit bien vue, parce que je crois que ce sont quand même des nobles à la base, mais ils font beaucoup de commerce, ce qui est très mal vu. Voilà, elle essaie de faire en sorte d'être un peu mieux vue aussi par les autres nobles, pour mettre toutes les chances de son côté. Et puis elle va rencontrer un duc qui lui, soi-disant, préférerait les hommes puisqu'il ne s'est jamais marié, on ne lui a jamais connu aucune aventure, mais en même temps c'est un héros puisqu'il a combattu
pour protéger le royaume. Et il continue à envoyer des hommes sur la frontière pour protéger le royaume, sauf qu'il n'est pas vraiment aidé par l'empereur qui refuse de lui donner des biens en plus, de l'argent en plus pour protéger le royaume. Alors il dilapide, oui et non, enfin, il prend sur son argent personnel pour que sur l'argent du duché pour que le royaume soit toujours défendu. Je crois que ce sont des monstres en plus qui veulent attaquer le royaume. Je ne sais plus si c'est un autre pays ou des monstres. Et le roi, enfin, l'empereur ne l'aide pas parce qu'il a peur qu'il prenne trop de pouvoir et trop d'importance. Et du coup, bah, voilà, on a Laurentia qui va essayer de mettre en place une alliance avec ce duc. C'est pas mal, il y a pas mal d'humour quand même, hein. C'est bien fait, j'aime beaucoup. On voit Laurentia qui change, voilà, elle est toujours habillée en sombre, elle essaie d'être moins sombre, elle essaie d'être plus sûre d'elle, puis elle essaie de comprendre sa sœur. Alors moi je pense que le problème de sa sœur, c'est une hypothèse, hein, parce que là c'est que le tome 1, je sais pas combien il y aura de tomes, le 2 est déjà sorti, et je pense que peut-être que sa sœur s'est trouvée, quand elle était plus jeune, elle a été mise à l'écart puisqu'elle était d'une constitution fragile, alors qu'on emmenait Laurentia partout. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie, pardon, je pense que ça vient le problème vient de là, et du coup, voilà, est-ce qu'elle a décidé de se venger de sa sœur, alors que sa sœur lui fait complètement confiance, mais voilà, ouais, ça fait un petit peu sombre au début, mais ça fait assez sombre, mais en fait, il y a pas mal d'humour après, c'est vraiment très marrant. Laurentia me fait bien rire, elle est bien sympathique. J'ai hâte quand même d'en savoir un petit peu plus. Son ancien financier, je trouve infect, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur le duc, et puis aussi sur sa sœur, sur les raisons qui poussent sa sœur à faire ça, même si pour moi c'est un peu de la jalousie. Donc ça, c'est un des achats que j'ai fait. Et puis à la FNAC, je me suis trouvée comment les collections Une heure lumière de chez Le Bélial. Alors, si vous achetez deux de leurs livres de la collection Une heure lumière, vous aviez celui-ci gratuit en ce moment. Voilà, c'est vrai que j'ai feuilleté, hein, j'avais vu, mais vraiment, je l'ai déjà fait une fois, enfin, je ne les ai pas encore lus, mais vraiment, il y a juste une petite nouvelle qui fait quoi qui doit faire une quarantaine de pages dedans. Donc, bon, c'est pas. Je m'attendais quand même à ce que... En fait, il y a un petit prologue au début, petite explication de la collection Une heure lumière. Et il y a une nouvelle de Alastair Reynolds, et inédite, je crois, en France. Et après, tout le reste, c'est tous les livres qui sont sortis en Une heure lumière. Donc, vous voyez, ça prend beaucoup de pages. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de pages sur ça. Bon, c'est sûr que ça va faire un pense-bête. Ça va me permettre de regarder ceux que je peux emprunter en médiathèque et ceux que je voudrais acheter. Mais bon, 10 donc avant qu'on soit une nouvelle fois coupé. J'ai mon espace de stockage qui malheureusement était plein, et puis après j'ai pas eu le temps de vous reprendre, donc là on est déjà le mardi 19 août. J'étais en train de vous parler, voilà, du Bélial, du hors-série qui n'a pas l'air fifou, mais bon, il y a une nouvelle dedans. Et puis j'ai pris, je crois que c'est leurs deux derniers à être parus, Défense d'extinction de Ray Neller. D'ici un siècle, peut-être davantage, au fin fond de la taïga russe, des milliers d'années après leur disparition, les mammouths foulent à nouveau la terre et meurent. Mais si le clonage d'ADN exhumé du permafrost, dont ils sont issus garantit l'uni, il n'assure en rien l'acquis. Désarmés sans le savoir et l'expérience des matriarches d'une génération antérieure et inexistante, les géants dépérissent. Or, il existe peut-être une solution. On va sur un éthologue de renommée mondiale, spécialiste des pachydermes, qui a dédié sa vie à la défense des éléphants du continent africain en vain. Je vous en dis pas plus. Vous m'excuserez, j'ai encore passé une nuit pas top. Je suis un peu crevée. Et le deuxième, c'est un Robert Jackson Bennett. Vu que j'avais lu sa précédente trilogie, Les Maîtres Enlumineurs, j'avais pas accroché plus que ça au temps de main, donc j'ai pas repris. Et puis, j'ai pas lu sa dernière trilogie, La Cité des Marches. Je la lirai peut-être ultérieurement. Je vais peut-être attendre que ça sorte en poche ou de le trouver en médiathèque, mais ouais, pour me faire une autre idée, parce que vraiment c'est une trilogie assez différente. Et là, ça s'appelle à lire à ton réveil. Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, James fuit Londres et ses créanciers en quête d'un refuge paisible, plaçant ses espoirs dans un hameau perdu au cœur d'une Lorraine marquée par les horreurs passées. Au fil de son ermitage, des semaines, des mois, il écrit à Laurence, son amant à la santé fragile restant en Angleterre.
Non loin de son logis, une découverte ravive la passion pour l'histoire de cet Oxfordien contrarié. En pleine forêt, les ruines d'une abbaye dont la fondation semble remonter aux origines du christianisme. Suivant la piste d'une légende locale, alors qu'il se familiarise avec les gens des environs, James explore les reliques du site et déniche un passage menant à ce qui pourrait être une crypte. Mais est-il bien en présence d'une ancienne abbaye? Celui-là me tente beaucoup. Je vais peut-être essayer de le caser, mais comme je vous disais hier, non, je vous l'ai peut-être pas dit hier, je ne sais plus. J'ai commencé, enfin vous l'avez peut-être vu dans les images, au tout début, je crois, du vlog, c'est un vlog précédent, non, c'est pas au début de ce vlog, j'ai commencé le tome 2 de la trilogie de Licanus, Un écho du futur de James Islington. Ça va être compliqué, je le sens. On sent le manque de sommeil. Que j'ai reçu en service de presse de la part de Léa dans leur collection Poche Magique, qui est un beau bébé. Hein. Déjà, le précédent faisait à peu près le même nombre de pages, hein, 880 pages. Donc, je l'ai presque fini. Alors, autant le premier, avec le recul et en lisant le tome 2, je me dis que le premier, c'est l'ombre du savoir perdu, c'était vraiment un tome introductif en fait. Et que j'avais trouvé, je trouvais que c'était assez simple de pénétrer dans ce monde de high fantasy où on suit plusieurs personnages, où la magie est très très mal vue, ceux qui en possèdent sont vont dans des académies où ils doivent apprendre à contrôler l'essence qui leur permet d'utiliser la magie. Et s'ils ne la contrôlent pas, ils deviennent ce qu'on appelle des ombres. C'est-à-dire qu'ils subissent une sorte de rituel qui leur enlève leur pouvoir. Et évidemment, après, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont marqués physiquement aussi, puisque des veines noires apparaissent sur le visage et le corps. Et on va suivre Davian qui a du mal à contrôler son essence, qui va rencontrer un autre, ce qu'on appelle un talenté, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont du pouvoir, qui ont de la magie. C'est pas une magie très développée parce que autrefois il y a eu ce qu'on appelle les augures qui avaient de grands pouvoirs et qui malheureusement semblent avoir, parce que c'est assez complexe en fait, semblent avoir utilisé à des fins un peu tyranniques, complètement tyranniques, même leur pouvoir, et du coup on a mis fin un peu à leur règne. Et maintenant tous ceux qui sont porteurs de magie sont très mal vus et c'est très codifié. Il y a un précepte qu'ils doivent tous en quelque sorte respecter, ces talentés, ces magiciens. On peut leur mettre des objets qui briment, qui les empêchent d'utiliser leur pouvoir. Le précepte, c'est quelque chose de... Les préceptes ou le précepte, je sais plus, c'est quelque chose qui a du pouvoir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller contre ce précepte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser vos pouvoirs contre des humains lambda qui n'ont pas de pouvoir. Et voilà, et on va suivre Davian qui rencontre un homme qui lui dit bah non, écoute, il faut que tu ailles à tel endroit, tu peux pas rester là, tu peux pas devenir une ombre. Il y a son meilleur ami qui est avec lui, qui va finir par le suivre, et il y a sa meilleure amie, tous les trois sont des gens qui ont du pouvoir. Elle va se réveiller, elle ne sait pas qu'ils sont partis, elle va se réveiller le lendemain, et en fait ça va être l'horreur dans l'académie où ils sont. Et on va suivre leur destin tous les trois, plus un quatrième personnage qui va apparaître, Kaeden, qui se réveille, quand on le rencontre, il y a des gens qui l'ont pris sous leur aile. En fait, il s'est réveillé en pleine forêt, avec du sang partout sur lui, sachant que très près, près de là où il a été retrouvé, un petit village a été massacré, des gens ont été massacrés, donc je ne sais pas si c'est lui. Il se souvient de rien, on sait qu'il a de la magie aussi. Il y a beaucoup de temporalité aussi, de jeu avec la temporalité, avec le futur, le passé, et c'est encore beaucoup plus présent dans ce tome 2, puisqu'il y a un des personnages qui a, celui qui a perdu la mémoire, un Kaeden, qui effectivement va retrouver petit à petit des souvenirs, et il a quand même un passé très très lourd. Et là par contre, qu'est-ce que ça se complexifie dans ce tome 2 au niveau du nombre de personnages, au niveau des lieux. Je vous dis, il y a ce jeu passé, présent, il y a même parfois des gens qui viennent, des visions, parce que ceux qu'on appelait les augures, qui avaient énormément de pouvoir, avaient des visions.
Sauf que petit à petit, ils ont perdu cette capacité de vision. Et voilà, il y a vraiment des interactions avec le futur qui sont bien faites. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, je pense que ça représente un portail aussi qui permet de se déplacer. Alors non pas dans le temps, mais d'un lieu à l'autre. Donc il y a vraiment tout ce jeu avec l'espace et le temps, avec le passé, le futur. Et là aussi, une nouvelle fois, nos 4 personnages. Ouais, là, c'est très dense, hein. C'est bien complexifié. Alors, moi, j'avoue que sur le coup, je me dis, waouh. Alors, il y a un glossaire à la fin avec les lieux, avec les différents statuts et aussi avec les différents personnages. Mais bon, c'est pas si évident, à chaque fois, il faut chercher. Mais moi, j'avoue que ça me challenge un peu ce genre de roman où il y a beaucoup de personnages et de lieux à retenir et où il y a beaucoup voilà, un background assez important parce que ça oblige à se concentrer, ça oblige vraiment à s'immerger dans le récit. Et j'adore ça parce que du coup, je suis vraiment dedans et j'adore. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, il faut un minimum de concentration. Je l'ai commencé à la plage. Je me suis dit, c'est un petit poche, enfin un petit poche. C'est un gros poche, je me suis dit, c'est plus pratique en mai, mais c'est vrai qu'on a besoin d'un minimum de calme autour de soi pour le lire. Et voilà, ça oblige à s'immerger complètement. Et franchement, j'adore ça. Voilà, ça oblige à réfléchir, à lier les personnages les uns aux autres, à se souvenir, faire des retours en arrière. Alors, ouais, ça peut être agaçant, ça peut être pénible. Si vous n'êtes pas dans le bon mood, ça peut être casse-pied. Mais là, franchement, moi, j'adore. C'est vraiment bien. Là, ouais, les choses se complexifient. Et voilà, on va suivre tout le passé de Kaeden, qui est quand même important, puisque ça va prendre ses racines dans l'histoire de ce royaume où il y a eu 2 dieux, en quelque sorte, qui se sont confrontés l'un à l'autre. On va parler aussi de 9, je crois, 9 dieux. Alors, 9 dieux, oui et non, ça pose aussi des questions sur le rapport aux dieux, justement, aux dieux et déesses, puisqu'on va suivre des gens qui sont immortels. Alors, immortels, immortel ne veut pas dire indestructible, mais immortels qui ont des pouvoirs en plus. Et pour finir, alors, à la base, c'est pas des dieux, ce sont des hommes et des femmes, effectivement, qui sont immortels, qui ont des pouvoirs, mais enfin, pas des dieux tels qu'on peut l'imaginer dans les religions monothéistes, c'est-à-dire avec voilà, une certaine sagesse, un côté assez... voilà, je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Là, on va plus retrouver un peu les dieux des anciennes religions, du paganisme, où on a des dieux qui éprouvent... Enfin, c'est pas des dieux, c'est des humains, mais qui ont des sentiments, du coup, de colère, de frustration, de jalousie, de peur, d'envie de faire bien, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, c'est des êtres humains en fait, hein, tout simplement. C'est des êtres humains, mais avec des pouvoirs en plus, sauf qu'ils ont des passions vraiment humaines et on va les traiter à l'égal de Dieu, sauf que ça n'en reste pas moins des humains et même s'ils ont traversé les siècles, ils doutent toujours et on ne sait pas jusqu'à quel point ils peuvent être manipulés aussi. Voilà, il y a tout ce secret aussi de savoir. Est-ce que ils ont bien fait? Est-ce qu'on les a manipulés? Évidemment, ça a une incidence sur le monde qu'on suit aujourd'hui. Et puis, il y a ce qu'on appelle le bord de terre, où autrefois, les augures ont dressé un mur magique pour empêcher un tyran de venir avec ses monstres et ses armées envahir leur royaume. Mais en fait, voilà, à chaque fois, l'auteur nous pose un univers, et puis au bout d'un moment, tac, il vous casse tout, et ce que vous croyez savoir, est remis en question, et ouais, il y a des plot twists. Alors j'arrive à la fin, donc là on commence à voir quelques plot twists, bon, des choses qu'on ne voit pas arriver, comme dans le tome 1. C'est super bien fait, enfin, j'aime beaucoup, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont... Les 3 tomes sont sortis en grand format, mais voilà, là les 2 tomes sont sortis en format poche. Alors ils sont pas très chers en plus, je trouve. 11,90 € celui-ci, il y a 880 pages. Alors c'est vrai que c'est écrit assez serré si vous voulez, mais je veux dire pour le coup, quand on voit le prix des poches maintenant, là franchement c'est pas déconnant. Et l'histoire est bien travaillée, quoi. Il y a quand même un sacré travail d'écriture derrière. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Là je l'avais laissé un petit peu de côté parce que je voulais commencer La Voix de Lorée, le tome 2, L'As de la Justice de Marie Fabre, aux éditions Nemos Naos, que j'ai reçu en service de presse aussi, qui sort le 20 août. Donc comme ils aiment bien ils demandent, hein,
La plupart des éditeurs ne demandent pas, mais moi j'essaie de quand même de parler du livre au moment de sa sortie. En plus, Naos il demande, puis je veux dire, c'est des maisons d'édition indépendantes, donc si ça peut aider. Donc du coup, j'ai commencé, et puis voilà, j'essaierai de rendre mon avis. Alors, il sortira après la sortie du livre, mais assez rapidement quand même. Puis franchement, j'attendais tellement de cette suite parce que le premier, je l'avais trouvé juste incroyable. On est dans une ambiance un peu steampunk, un peu Londres de la fin du 19e, début 20e, sauf qu'on est dans un monde imaginaire. Mais il y a tout ce côté, effectivement, révolution industrielle avec les très riches qui exploitent les plus pauvres, qui travaillent en ville, qui sont venus parfois de la campagne et qui sont parqués dans des quartiers insalubres. Euh, Sauf que alors ils exploitent ce qu'on appelle l'oré, qui est un métal précieux et qui est capable qui a de multiples possibilités et qui est notamment capable de produire énormément d'énergie. On retrouve vraiment ce côté révolution industrielle encore plus dans le début de ce tome 2. Alors j'ai pas lu grand chose, hein, j'ai lu une cinquantaine de pages, mais on a vraiment l'impression d'être en pleine expansion révolution industrielle du Londres de la fin du 19e, début 20e, c'est vraiment ça, sauf que ce métal n'existe pas en vrai. Et en même temps, donc il y a ces pauvres qui s'entassent dans des quartiers insalubres et qui en plus sont touchés par une maladie inconnue qu'on n'arrive pas à soigner, sauf un homme qui a trouvé apparemment un moyen de les soigner, un médecin très mystérieux dont on ne connaît pas l'identité. Ça c'est dans le tome 1. C'est la quatrième de couverture du tome 1, donc ça va, je vous spoile rien. Et en même temps, on a ceux qu'on appelle les Domini, je crois, je ne suis plus sûre du nom. Ce sont les grands industriels qui ont fait leur fortune sur l'oré, qui exploitent un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même, les plus pauvres, qui eux vivent dans un quartier très préservé, voilà, qui vivent dans une richesse incroyable, des milieux dans lesquels la drogue circule d'ailleurs aussi, puisqu'on va parler de drogue aussi dans le début de ce tome 2. Dans le tome 1, on voit effectivement les jeunes de la classe très riche, effectivement, prennent cette drogue, hein. Ben, on s'amuse, hein, voilà, faut bien tuer le temps quand on n'a pas grand-chose à faire. Et ces hommes commencent à être attaqués par un mystérieux tueur en série qui les tue. Bon, c'est le principe d'un tueur en série, vous me direz, mais voilà. Et on va suivre Hatcher, qui est un tout jeune journaliste qui vient d'être embauché au Mot Liber, c'est le nom du journal, un journal pour lequel il a énormément d'admiration, puisque il a beaucoup d'admiration pour le rédacteur en chef, puisque c'est un journal assez indépendant, dont le but est de renseigner la population, mais de dire la vérité sans qu'il y ait de pression politique ou de la part de personnes plus riches. Bon, lui aimerait enquêter sur ce tueur en série, mais évidemment, on lui dit bah, non, attends, tu viens de démarrer, là, c'est pas toi qu'on va confier ça. Tout comme il aimerait savoir aussi qui est ce mystérieux médecin. Mais en fait, on lui confie la mission de comment faire un article sur le fils d'un de ces riches industriels qui s'appelle Willem. Et en même temps, Hatcher va enquêter sur ce mystérieux médecin qui aide les plus pauvres. On va comprendre aussi pourquoi ça l'intéresse, pourquoi il s'intéresse tant aux plus pauvres, parce qu'en fait, c'est la ville de Bohême, c'est le royaume de Victoria. Donc, Bohême est la capitale de Victoria, et non, je dis une bêtise, c'est le royaume de Bohême et c'est la capitale Victoria, je ne sais jamais. Oui, non, je ne me suis pas trompée, c'est bien Bohême, la capitale de Victoria. Il y a une carte en plus en début de livre, ça c'est super. Oui, donc c'est divisé en 3 quartiers. Vous avez les quartiers des pauvres, les quartiers un petit peu de la classe moyenne dans lequel vit Hatcher, et puis vous avez le quartier des très riches. Alors il a déjà un petit peu un pied dans le monde des plus riches, puisqu'il connaît des gens, une jeune femme notamment, qui est la fille d'un gros industriel. Donc bon, ça le fait un peu suer, hein, on va pas se mentir, d'aller interroger le fils nanti d'un industriel. Et là, j'ai adoré vraiment la relation entre les deux personnages, entre Willem et Hatcher, parce qu'on a deux esprits, je dirais, un peu supérieurs, qui ont une capacité de déduction, voilà, d'intelligence. Alors, il y a des phrases, vous avez
Et quand même, c'est la limite de la punchline, hein, quand ils se parlent. C'est vraiment la rencontre de deux esprits très intelligents, très vifs. J'ai beaucoup aimé leurs échanges qui sont... William, en plus, ne se la joue pas. Je suis le fils d'eux. Et là, il reste... alors, il est très fier de son intelligence, je pense, hein, c'est un érudit, il travaille, il est encore dans une faculté, il travaille beaucoup à la bibliothèque, il travaille beaucoup sur l'oreille, voilà, et on va voir de plus en plus ce personnage. J'ai adoré ce personnage de Willem, plus que Hatcher encore, je crois. Il disait donc avant que mon mari n'arrive. Oui, donc j'aime beaucoup l'univers. Il y a un petit côté aussi Sherlock Holmes avec Hatcher qui enquête. Je regarde ce que fait mon mari dehors, ça me perturbe. Avec Hatcher qui enquête, et puis effectivement, sa capacité de déduction, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est très surprenant. Alors, il y a un truc que j'avais vu venir, mais je pense pas que l'autrice a voulu faire vraiment un plot twist là-dessus. C'est plus. Comment dire? C'est plus. Ce qui est le plus intéressant, c'est pas savoir qui, mais savoir le pourquoi et le comment. Comment on est arrivé là et pourquoi. Et vraiment, les personnages sont super intéressants. J'ai adoré. Voilà. Et je me demandais comment l'autrice allait aborder le tome 2 puisque on est quand même sur des révélations à la fin, et puis quand même un plot twist avec l'apparition de nouveaux personnages. Donc je me suis dit comment elle va faire la suite. Est-ce que ça va être une suite directe? Est-ce qu'il va y avoir une ellipse temporelle? Est-ce qu'on va suivre d'autres personnages et les personnages du premier tome vont peut-être passer au second plan? Et il y a bien une ellipse temporelle de 7 ans, voilà, qui va changer bien des choses au niveau voilà, de Bohême, du royaume de Victoria. Enfin, voilà, il y a un système politique qui est mis en place aussi. On parle aussi des autres royaumes qui sont un peu en guerre et tout ça sur fond de développement technique très important. Voilà, le téléphone est de plus en plus répandu, l'électricité aussi, je crois. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté, oui, révolution industrielle. Il y avait un petit côté aussi Jacques Léventreur avec ce mystérieux tueur en série, sauf que là, ils s'en prenaient à des riches et pas à des pauvres prostituées. Mais voilà, j'aime beaucoup cet univers et là, ça a l'air déjà très très prenant. Et puis, j'ai commencé aussi, il y avait une lecture commune qui était prévue, donc j'ai embarqué ma briquette avec moi pour le commencer. C'est Plein ciel de siècle Vaillant aux éditions Big Bang. Je l'avais trouvé d'occasion en brochet. J'avoue, alors, il l'avait sorti au départ en version collector relié, très très beau, mais j'étais pas tentée plus que ça. Puis quand ils l'ont sorti en brochet, j'ai réussi à le trouver, il est en très bon état d'ailleurs. J'ai réussi à le trouver en brochet. Je ne l'avais pas encore sorti, comme il y a une lecture commune, je me suis dit je vais le prendre. Bon, j'ai plein d'autres livres à lire, mais en service de presse, mais en même temps j'ai envie de me faire des lectures perso. Alors c'est pareil, c'est une belle briquette qui fait plus de 600 pages. Ouais, sauf que c'est écrit un petit peu plus large. Voilà. Alors là, je suis en train de... On est dans un monde où, en fait, l'opéra... Enfin, on est dans ce qu'on appelle une nébuleuse. Et l'opéra qui est dans les cieux. Et notamment la chanteuse, la diva, pas la diva, mais la cantatrice principale, et tout ce qui gravite autour permettent de garder l'équilibre sur cette nébuleuse. Comment il y a eu un moment un déséquilibre puisque l'ancienne cantatrice avait perdu sa voix, ce qui fait qu'il y a eu des tempêtes terribles. Du coup, ça a atteint les cultures, l'élevage, on commençait à mourir de faim, il faisait noir tout le temps. Il y avait des éclairs, il y avait des effondrements d'immeubles, de maisons. Voilà, donc ça avait complètement bouleversé ce monde et cet opéra qui est voilà, en plein ciel permet d'équilibrer ce monde. Alors, on ne sait pas trop encore pourquoi. J'espère que je vais comprendre assez facilement le système de magie. Euh, Parce qu'on a plusieurs types. Alors, il y a ceux, je pense, qui n'ont pas de pouvoir, dont on ne parle pas beaucoup. Bon, j'ai pas lu 100 pages non plus sur celui-là. Et il y a ceux qui sont capables d'agir sur
sur ce qui est vivant, que ce soit des animaux ou des hommes. Alors c'est des trucs tout simples, hein. Pour l'instant, ça fait assez, oui, on est un peu dans le côté opéra, même opérette où tout est flamboyant, plein de couleurs, on est dans l'excessif, dans l'extraverti. Par exemple, on a des personnages, il est capable de manipuler les cheveux des gens, en fait, donc il leur fait des coiffures de dingue, mais des trucs de fou. Enfin, c'est la voilà, ce sont les aristocrates, hein, de cet univers et voilà, c'est eux qui dirigent tout. Il y a une dynastie royale. Alors apparemment, suite à ce déséquilibre, il y a une nouvelle dynastie qui a été mise en place. Bon, il y a tout un univers de créer. Et nous, on suit comment... ah, pourtant, on a un nom simple à retenir. Ah, bah mince, alors j'arrive pas à retrouver. C'est quand même pas compliqué, hein. Ivoire. Ivoire, alors je dis que c'est pas compliqué à retenir parce que Ivoire, et je pense qu'elle est albinos, hein. Elle a la peau très blanche, elle a les yeux blancs aussi, cerclés d'un, c'est assez expliqué, d'un rond, enfin elle a la pupille grise. Sauf qu'on est dans un monde où, alors déjà, bon, être albinos, c'est pas facile. Mais en plus, on est dans un monde, en fait, où plus vous avez la peau foncée, ou mieux vous êtes, voilà, c'est un signe d'une distinction de classe sociale, et au mieux vous êtes haut dans la hiérarchie, une sorte de pureté, alors on parle pas de pureté du sang, mais voilà, c'est important. Alors c'est marrant parce que ça s'inverse par rapport au monde dans lequel nous vivons. Et voilà, et plus vous avez la peau même noire, ébène, et mieux c'est, notamment la cantatrice qui permet d'équilibrer ce monde à la peau assez noire. Donc pour Ivoire, c'est encore pire parce que non seulement elle est pas, elle est albinos, mais voilà, elle est dans un monde où effectivement, il vaut mieux avoir la peau noire. Et en plus, elle est née dans une famille d'aristocrates qui ont tous la peau noire foncée, enfin voilà. Et évidemment, bah, pour le coup, c'est elle le mouton noir de la famille parce qu'elle a peu de pouvoir et voilà, et elle est vue comme une tâche. Comment elle se fait appeler? Une peau de gris, je sais plus. Enfin, on sent que c'est des gens qui sont rejetés. Et elle a essayé de s'éloigner de sa famille parce que cette famille est quand même assez toxique. Elle a deux sœurs, elle a encore ses parents, elle a un frère. Une de ses sœurs est mariée et puis ils sont quand même assez hauts. Ils sont des aristocrates, ils ont des pouvoirs, mais ils sont assez hauts quand même en plus dans la hiérarchie de l'aristocratie. Donc évidemment, elle fait un petit potage dans tout ça, mais elle s'est éloignée de tout ça. Elle avait été placée dans une institution où on s'occupe de ces espèces d'erreurs de la nature. Mais elle a été prise sous l'aile d'une femme qui là est décédée et qui lui a permis de développer son don. Et elle, son don, c'est de manipuler les rubans. Parce que, évidemment, dans un monde où l'exubérance, l'extravagance, le paraître est important, il vous faut des tenues extravagantes et incroyables. Et elle travaille pour un grand couturier qui habille notamment notre cantatrice. Et elle, évidemment, par sa magie, elle peut faire des choses extraordinaires sur la robe, sauf qu'elle avait dit qu'elle ne travaillerait plus, qu'elle n'utiliserait pas son don pour ça, mais elle le fait pour aider voilà, le couturier qui l'a pris aussi sous son aile, qui a fait d'elle une de ses sous-chefs en quelque sorte. Et voilà, elle fait ça pour l'aider et de fait son don est repéré et elle se retrouve obligée de travailler à l'opéra de plein ciel. Elle emmène avec elle une de ses petites mains, comme on les appelle, hein, ses couturières. Tous ils ont des dons, hein. Par exemple ils ont une façon de coudre les boutons, quand ils travaillent le bois il faut qu'ils écoutent le bois, enfin voilà c'est un système de magie assez particulier. Là on voit plus tout ce qui concerne la magie, tout ce qui est inanimé, donc les matières. Je pense qu'on verra peut-être après plus de développement au niveau de tout ce qui peut toucher les humains, mais aussi les animaux, sachant que la sœur aînée d'Ivoire a la capacité de travailler sur la peau des gens. Donc évidemment, elle a essayé de faire en sorte que sa sœur ait la peau plus foncée. Donc c'est une horreur parce qu'elle a vraiment, je pense, fait l'objet d'expérience, cette pauvre Ivoire, alors qu'elle n'a rien demandé, mais bon, c'est voilà, c'est un petit peu inversé. C'est voilà, nous on est dans une société, enfin dans un monde
où il faut, il y a des pays comme l'Inde, plus vous avez la peau blanche, ou d'autres pays d'Asie, où il faut avoir la peau la plus blanche possible, où ils se protègent fortement du soleil, alors que nous, on voudrait avoir le teint plus bronzé. Voilà, et là, c'est complètement inversé, donc c'est intéressant. Donc à voir, c'est un univers assez extravagant, parce qu'on est vraiment dans l'univers de l'opéra. Voilà, donc je vous reprendrai dès que j'aurai avancé un petit peu dans ces lectures. Je vous montrerai peut-être quelques petits inserts. Là, on va essayer de bouger un petit peu, même si aujourd'hui, il a plu ce matin. Alors hier, on était parti, on devait aller près d'un lac où on peut se baigner normalement. Enfin, après, j'ai discuté avec des gens du coin. Apparemment, on ne peut pas se baigner en ce moment parce qu'il fait trop chaud. Il y a trop de bactéries. C'est un lac artificiel. Et en fait, on partait en cours de route et d'un seul coup, il y a un voyant qui s'allume sur la voiture. Il y a un problème avec l'injecteur. Donc, on a un peu galéré à trouver un garage parce qu'en fait, bah, ils sont en sous-effectif en ce moment. Donc, et évidemment, bah, ils ne pouvaient pas prendre la voiture. Et puis, on a fini par trouver. Alors, on a une Renault, mais on a trouvé un garage Peugeot qui fait dépannage. Et les gars ont passé un temps fou sur la voiture. Mon mari est resté avec eux. Moi, j'ai emmené les enfants. Il y avait un petit centre-ville. Parce que je dis, ils vont finir par. Ils vont pas tenir, quoi, rester là pendant 2-3 heures. Et voilà, c'est le filtre à particules. Il y a un tuyau de crevé. Mon mari disait, mais en fait, les deux gars qui sont là, alors c'est des vieux de la vieille, mais bah, du coup, ils connaissent tout. Ils vont récupérer parce que ils vont récupérer des pièces sur d'autres vieilles voitures pour pouvoir réparer. Puis là, c'est bon, c'est réparé, mais ça nous a gâché un après-midi quand même. Puis on s'est dit, ah, on va être emmerdés parce qu'en fait, le problème, en plus, on est dans le Cantal, donc c'est plutôt une région où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc c'est un peu compliqué d'avoir certaines fournitures. Et là, effectivement, alors non seulement ils sont sous-effectifs, bah, c'est les vacances, hein, c'est un petit peu normal, mais en plus pour avoir la pièce, plus d'une semaine, sachant que hier on était lundi. Donc c'est énorme, quoi, plus d'une semaine pour avoir une pièce de rechange. Et le garagiste a appelé, et bah non, je ne l'ai pas, on l'aura que la semaine prochaine. Et nous, la semaine prochaine, on repart voir la famille en Bretagne et après on rentre chez nous. Donc ça va. Mais ils ont réussi à trouver la panne. Enfin, donc c'est celui qui tient le garage et puis son mécano. Enfin, incroyable, quoi. C'est ouais, encore des gens quand même c'est ils arrivent à se dépatouiller, quoi. C'est les MacGyver de la mécano. Donc voilà, donc on a récupéré la voiture, donc là on est content. Voilà, même si c'était un peu tard le soir, du coup on a mangé sur place et tout. Du coup ça a plu quand même aux enfants, mais s'ils étaient déçus de ne pas aller au lac. Aujourd'hui, comme il fait un petit peu plus frais, je pense pas qu'on ira, mais on va peut-être visiter une petite ville. Il y a pas mal de petites villes médiévales dans le coin, donc c'est assez sympa. Et puis voilà, on va y aller tout tranquillement. Du coup, moi, je vais vous laisser ici parce que bah, j'ai l'homme qui commence à s'impatienter, je pense. Et puis, je vous reprends pour vous donner la suite l'avancée de mes lectures. Allez, à toutes!
Hello, nous sommes le mercredi 27 août. Je vous ai pas repris depuis un petit moment et je voulais vous reprendre pour faire un petit top date lecture concernant Un écho du futur que j'ai fini de lire. Alors oui, encore une fois, j'ai changé de décor. La prochaine fois que je changerai, ce sera normalement pour retourner chez moi. Mais voilà, bon, je vous expliquerai dans le prochain vlog voilà, un petit peu où je suis partie. J'espère que ces vlogs vous plairont. Alors je pense qu'ils vont déborder un petit peu sur les vidéos de la rentrée, même si moi dans la réalité je serai déjà aussi sur le chemin du retour. Les enfants ont repris l'école, mais bon, c'est pas grave, je voulais vous faire partager un petit peu tout ça. Et voici, comme vous avez pu le voir, j'ai refait un petit tour en librairie. Bon, je vous montrerai, je pense, lors du prochain vlog, ce que j'ai acheté comme livre. Et sinon, je voulais vous parler. Voilà, alors pas trop en détail, je vous en ai déjà parlé du tome 2 de la trilogie de Licanus de James C. Slayton dans la collection magique de chez Léa, que j'ai beaucoup aimé. Alors, encore une fois, je vous le redis, hein, minimum de concentration quand même pour aller dans ce livre. J'ai découvert la plume de John Gwynne et d'Antonia Ryan l'année dernière. Bon, on est dans quelque chose d'assez différent et pour le coup, c'est vrai qu'on dit que c'est assez complexe, hein, les romans d'Antonia Ryan et de John Gwynne. Je peux vous dire que celui-ci, il est encore plus complexe. Alors c'est fou parce que le tome 1, je trouvais qu'il était justement très bien pour démarrer dans de la high fantasy ou de l'heroic fantasy. Là, j'avoue que le tome 2, il se complexifie quand même fortement. Donc il me restait plus beaucoup de pages quand je l'ai terminé la dernière fois, donc je ne vais pas vous en parler trop longtemps. En tout cas, moi, mes attentes ont été comblées au niveau de ce tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, c'est un univers très dense, mais c'est le genre d'univers dans lequel j'aime me plonger pour déconnecter complètement, qui réclame effectivement de l'attention et de la concentration. Et une fois que vous êtes dedans, vous êtes complètement immergé dans un monde tellement différent que ça fait du bien, que voilà, c'est pour l'évasion, c'est super. Et puis il y a aussi pas mal de réflexions au niveau voilà, des enjeux politiques, au niveau de nos rapports aux dieux et déesses, au coût de l'immortalité et de l'éternité. On a 4 points de vue qui sont vraiment très intéressants, puisque un des personnages a un rôle politique important, 2 autres sont des magiciens, enfin l'un est un magicien de haut niveau, alors que la seconde a subi une sorte d'opération magique qui fait qu'elle a perdu énormément de ses pouvoirs, elle a été comme amputée en fait, et le quatrième est voilà, on tourne beaucoup autour du personnage de Kaiden qui a de nombreux flashbacks qui foule cette terre depuis un moment déjà. Et c'est vrai que c'était passionnant, je pense. Je crois que c'est le personnage qui m'a le plus intéressé, enfin son point de vue, puisqu'on a énormément de flashbacks et ça nous permet de comprendre comment on en est arrivé là au moment présent, au moment où on retrouve tous ces personnages. Et puis il y a encore des révélations assez inattendues, il y a toujours ce manque de tolérance envers ce qui est différent. Là, ce sont les mages. Alors c'est vrai que les plus forts d'entre eux n'ont pas forcément fait tout ce qu'il fallait pour se faire aimer non plus, ils ont abusé de leur pouvoir, mais c'est vrai que ça va quand même assez loin. Et voilà, on en apprend petit à petit. Il y a aussi voilà, le sens du devoir, le sens du sacrifice qui sont abordés, la volonté quelque part de faire les choses bien et d'un autre côté de ne pas être esclave de sa destinée. On va pas beaucoup parler de prédestination, du fait que dans la religion qui existe ici, les choses sont en fait déjà écrites et l'humain ne peut plus rien contre. Alors, on va beaucoup parler de ces notions de prédestiné, du fait que est-ce que les hommes peuvent changer les choses par leur comportement ou est-ce que tout est écrit par avance. C'est des notions vraiment très intéressantes. Et puis bon, maintenant j'attends le tome 3 quoi, et puis d'avoir le temps aussi de me plonger tranquillement dedans. Voilà, c'était prenant, mais voilà, encore une fois je vous dis, faut être concentré, faut vraiment savoir où on met les pieds, alors sachant qu'il y a aussi un glossaire à la fin, donc ça permet aussi de s'y retrouver.
Voilà, moi je vais vous laisser ici pour ce vlog qui j'espère vous aura plu. J'espère que ça vous plaît, vous emmène un petit peu dans, voilà, dans mes visites, d'avoir des petits flashs de ces vacances. Et puis je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.